Comme vous le voyez, nous allons aborder aujourd'hui, alors c'est un cours, je ne me rends pas compte évidemment de la façon dont c'est perçu, mais ce cours-ci sera particulièrement aride. Et j'essaierai, comme vous le savez, je ne suis pas historien, les dates ne sont pas bon fort, mais je voulais quand même situer la vie de J.N. C'est d'ailleurs quelque chose, vous allez voir pourquoi elle n'est pas très connue, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, à part quelques circonstances qui sont évidemment mieux connues de tous. Alors, nous avons terminé le cours précédent, qui était le deuxième, sur un poème de J.N. qui chantait les nuées empourprées, Murasaki no Kumo. J'ai trouvé quelques illustrations plus ou moins modernes celle-ci en particulier qui est moderne et qui donne une idée de la nuance de couleur que cela évoque, n'est-ce pas? Les nuées empourprées, donc, qui sont le terme espéré dans le poème, J.N. disait Nagamoru Sue, de notre voyage dans ce bas monde. C'est une affirmation donc qui peut paraître étonnante de la part d'un moine qui fut la plus haute autorité de l'école Tendai. École dont nous avons esquissé la semaine dernière le système hiérarchisé. Dans ce système, la vérité suprême, la révélation du Sutra du Lotus, est l'ultime prédication de la vie du Bouddha. Si l'on accepte bien sûr le Sutra du Nirvana, nous allons y retenir dans un instant, et correspond donc au plein midi, au moment de pleine lumière dans la journée. Mais nous savons depuis longtemps que ces nuées empourprées sont synonymes du soleil couchant, de la direction de l'ouest, d'où vient au soir de la vie le Bouddha Amida, qui vient au devant du fidèle sur le point de quitter cette vie et de renaître en sa terre pure de l'ouest. Renaît sur l'un des lotus au pied du Bouddha, nous verrons ça tout à l'heure. Donc, il y sera désormais à l'abri des vicissitudes du cycle des existences. La mise en pratique des enseignements de Lojo Yoshu, vous vous souvenez de ce texte de Genshin qui avait accompagné Kamono Chōme dans son ermitage, le Lojo Yoshu, donc l'essentiel pour la renaissance en la terre pure, fondé sur la commémoration d'Abinda, apparaît comme infiniment plus facile que la lente progression graduelle décrite par les 52 degrés de la pratique de Bodhisattva qui est repris dans la scolastique Tendai. Cette heure du couchant apparaît donc dans ce poème, comme dans nombre d'autres poèmes bouddhiques à partir de la fin de Heian, comme une véritable 6e heure, qui vient compléter la course normale du soleil que le Tendai avait voulu fixer au plus haut du ciel. Et je voudrais à ce propos vous rappeler quelque chose qui est assez intéressant. Cela date de... C'est un gammon, n'est-ce pas, une lettre de vœux, une déclaration de vœux qui a été faite en 991 au Kawara no In, qui avait été transformé, vous savez que cette folie, comme pour reprendre le terme de Bernard Franck, l'œuvre d'un lettré de l'époque qui avait été transformée en temple après sa mort, et le maître de ce temple avait opéré en 991 donc un rite de 6 jours. Donc, vous voyez que ce Rokunichi no Dae, qui était consacré justement à une explication, une conférence, comme on peut dire, Goji no Ko, n'est-ce pas, c'est-à-dire une conférence sur les 5 heures de la journée, correspondant aux 5 périodes de la prédication du Bouddha. Et comme il y a 6 jours, il n'est pas difficile de penser que chacun de ces jours, de ces journées, chacune des journées était consacrée à l'une des heures. Alors, que vient faire le 6e jour là-dedans? Dans le Gammon, donc traduit par Bernard Franck, dont je vous donne ici la citation, nous voyons que les 5 premières propositions correspondent tout à fait aux 5 heures de la journée que je vous avais décrite la dernière fois. D'abord, il illumine les plus hautes cimes. Deuxième heure, il atteint les vallées profondes. Ensuite, alors là, il y a une petite variante poétique, disons pour la 3e heure, et sa lumière vient effleurer toutes les eaux. 4e heure, sa radiance emplit la triple vacuité. Bon, je ne disserte pas là-dessus. Et 5e heure et 5e jour, sa parfaite effusion survient à mi-jour, à mi-journée. Et 6e proposition, lors de son déclin, il s'aplanit à l'ouest.
Alors, évidemment, je me souviens que nous avions parlé avec Bernard Franck de ce petit problème que vient faire cette sixième proposition, et nous avions pensé que c'était simplement l'heure du nirvana, n'est-ce pas, c'est-à-dire le swarm, correspondant au swarm. Mais en réalité, c'est Bernard Franck qui a trouvé la solution, qui était bien sûr évidente. Cette sixième heure, c'est l'heure d'Amida, si j'ose dire. C'est l'heure dès que vous avez l'Ouest, n'est-ce pas, vous pensez tout de suite, bien sûr, au paradis d'Amida qui est à l'Ouest du monde, et c'est déjà donc à la fin d'ailleurs pratiquement contemporain de Genshin. Donc nous avons déjà, bien qu'il ne soit pas exprimé, cette idée de la sixième heure comme l'heure de la terre pure, en quelque sorte. Donc qui vient compléter la série des 5 heures du Tendai, qui est l'armature, je vous l'ai déjà dit, scolastique de l'époque, idéologique presque de l'époque. Et cette évolution s'inscrit bien sûr dans l'idée de la fin de la loi, et de l'époque de la fin de la loi, le Mappo, n'est-ce pas, que je vais résumer en quelques mots. Donc, alors que l'Occident chrétien fut plongé plusieurs fois au cours de son histoire dans la hantise de la fin du monde, alors vous savez qu'il est débattu de savoir si l'an 1000 avait vraiment vu la hantise de la fin du monde. Il semble que ce ne soit pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle coïncide avec une idée japonaise qui n'est non pas la fin du monde, mais la fin de la loi, puisque l'époque aussi se superpose. Si l'on pense que les craintes millénaires de l'an 1000 au Japon, en Occident, ont été quand même exprimées, semble-t-il, eh bien, vous aviez quelque chose qui se trouve au Japon pratiquement à la même époque, à 50 ans de distance. C'est une inquiétude d'un autre ordre qui semble avoir marqué les esprits de la même façon durant le Moyen-Âge japonais, donc la hantise de la fin de la loi bouddhique, la hantise de la fin du dharma. Cette hantise se fonde en partie sur les enseignements scripturaires, dont un bon nombre précise que la loi bouddhique, telle qu'elle a été exposée par le Bouddha historique Shakyamuni, ne subsisterait en toute sa pureté que pendant un certain nombre de siècles, et qu'elle lui succéderait une période où elle ne serait plus transmise que sous une forme gauchi. La première période est dite période de la loi correcte, n'est-ce pas? Vous avez les 3 âges, Sanji, et la loi correcte, donc Shobo, n'est-ce pas? Et la seconde, alors ce que vous avez clairement dans les sutras, vous avez la loi correcte, et la seconde qui est la loi de semblance. Je reprends la traduction de Jan Nattier, n'est-ce pas? Zobo, qui passe très bien en français. On pourrait aussi l'appeler la loi de reflet. Ça vient d'un terme sanskrit pratirupaka, donc la loi qui est de contre-forme, n'est-ce pas? Contrefait est trop péjoratif. C'est vraiment, je pense que reflet serait une très bonne traduction aussi. Et donc, dans cet âge, dans le premier âge, donc vous voyez, on peut diviser l'enseignement l'action du Bouddha en trois étapes, n'est-ce pas? Sampo, que vous voyez ici, la dernière locution chinoise, à l'avant-dernière et dernière ligne, c'est Kyogyo Sho no Sampo, c'est-à-dire l'enseignement, la doctrine d'enseignement, la mise en pratique de cet enseignement, et Sho, littéralement l'attestation, c'est-à-dire la réalisation de cet enseignement. Alors, lors de la loi correcte, n'est-ce pas, Shobo, vous avez ces 3 méthodes qui sont menées à leur terme, et les gens réalisent l'enseignement du Bouddha. Lors de la loi de semblance, la loi de reflet, Zobo, vous n'avez que les deux premières catégories qui sont appliquées. Les gens ont la transmission de la doctrine, la mettent en pratique, mais ils n'arrivent à rien, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez la troisième. Alors là c'est bien clair. Là, ce sont des choses que nous avons tout à fait dans les sutras bouddhiques. Vous savez, lorsque le Bouddha confère l'annonciation
un disciple, un auditeur, un bodhisattva, enfin pas un bodhisattva, ça va de soi, mais un auditeur qui n'est encore rien, il lui dit qu'il atteindra un jour l'état de Bouddha, qu'il aura une terre pure comme tous les Bouddhas, n'est-ce pas, et que son enseignement correct durera tant de siècles, d'années, d'âges cosmiques, et que son enseignement de reflet, de semblance, sera de tant d'années. Mais il n'y a pas on ne parle pas de période de la fin de la loi. Alors, la longueur de ces âges était estimée différemment selon les écoles et dépendait aussi de la date exacte de l'existence du Bouddha. Mais la vie dominante dans le Japon médiéval était que les deux premières dureraient 1000 ans. Avec la fin du Bouddha située vers le Xe siècle avant Jésus-Christ, on devait donc entrer dans l'ère de la fin de la loi au XIe siècle de notre ère, 2000 ans plus tard. Après cela, puisqu'il n'y a qu'un seul Bouddha apparaissant au monde en chaque ère cosmique, il faudrait attendre un temps d'une longueur défiant l'imagination pour qu'un autre Bouddha rapporte la vérité dans le monde qui serait créé après la disparition du nôtre. Alors les calculs donc estimaient la fin de la loi à l'an 1052, c'est-à-dire que nous entrions, la loi de semblance disparaissait, et nous entrions dans la période de la fin de la loi où, évidemment, l'enseignement serait transmis, les pratiques seraient faites, mais tout cela ne servirait absolument à rien, parce que les gens ne comprendraient même plus l'enseignement. Donc, c'était la dernière partie de l'âge classique de la civilisation japonaise, donc l'époque de Heian, au moment d'ailleurs où le système politique commençait à se déliter et où des catastrophes naturelles vinrent souligner l'instabilité des temps. Pour revenir encore à Kamo no Chome et à son Hojoki, n'est-ce pas, les notes d'un ermitage, ça fait bien longtemps que l'on a associé la série de catastrophes qu'il décrit, la série de catastrophes, donc les tremblements de terre, les raz-de-marée, les ouragans, les incendies, etc., comme l'atteste bien la présence de l'Ojo Yoshu, comme je l'ai dit la dernière fois, dans son ermitage, et c'est évidemment non seulement le Mujo, l'impermanence, qui est ainsi exprimé, mais l'idée de la fin de la loi. Et d'ailleurs, le livre finit sur une invocation à Amida, n'est-ce pas? Enfin, sur une évocation plutôt qu'invocation d'Amida. Donc, nous sommes déjà dans cette configuration. Alors, comme vous le voyez, en principe, une fois que la loi a disparu, il ne reste que la doctrine donc, qui est transmise à vide en quelque sorte. Une fois que la loi est disparue, pour qu'elle revienne de façon efficace, il faut attendre le prochain Bouddha. Et là, c'est amusant de voir qu'il y a une certaine contradiction dans les textes que nous avons, puisque le prochain Bouddha, c'est Maitreya, donc qui viendra dans quelques millions d'années, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi parfois des textes qui disent mais la période de la fin de la loi durera 1000 ans aussi, ce qui est impossible, à moins d'avoir une sorte de remplaçant de Bouddha dont on pourra profiter évidemment dans quelques mouvements millénaristes, mais en principe c'est Maitreya et donc dans une très longue période. Alors on sait que la représentation la plus manifeste de cette hantise de la fin de la loi fut, selon c'est une question débattue, à vrai dire. Elle était tout à fait reçue, et puis maintenant on se dit qu'après tout, il n'y a pas tellement de preuves concrètes. Mais je veux quand même vous la signaler, parce que la coïncidence est quand même troublante. Donc cette représentation la plus manifeste de cette hantise de la fin de la loi fut l'édification de l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse japonaise, le Byodo-in, n'est-ce pas, à Uji, près de Kyoto, la résidence du grand homme politique Fujiwara no Michinaga. Fujiwara no Michinaga, qui est un ancêtre lointain de Jien, dont le fils, Fujiwara no Yoshimichi, de Yorimichi, transforma en temple précisément cette résidence cette année-là, c'est-à-dire en 1052. Rien, semble-t-il, ne vient formellement étayer la relation entre les deux dates. Le fait demeure cependant que le Byodo-in, avec la construction de son pavillon le plus célèbre, le pavillon des phénix, n'est-ce pas, Ho-Odo, je crois que je voulais, oui, alors on traduit souvent par pavillon du phénix, mais c'est des phénix, puisqu'il y en a deux sur le fait du toit.
dont le pavillon des phénix qui est installé, où est installée la statue d'Amida et qui donne sur un étang. Alors l'agencement du pavillon, du jardin et de l'étang, rappelant les descriptions de la terre pure dans les textes amidistes comme le Kanmuryo-jukyo. Et cet édifice donc, est considéré comme la concrétisation de la lettre de ce sutra, le fidèle se trouvant dans l'état de l'être qui est rené au paradis d'Amida, comme vous le voyez dans cette reproduction du Taima Mandala, où on voit tout en bas, n'est-ce pas, vous avez une évocation de l'étang du lotus, et je vous donne aussi une image plus moderne, excusez-moi, il me semble qu'il est très déformé, une image plus moderne où l'on voit aussi l'étang des lotus au pied d'Amida. Et il est bien entendu que tous les étangs remplis de lotus au Japon sont aussi une évocation de ce paradis. Alors évidemment, dans la période de la fin de la loi, donc où la loi n'est plus bien transmise, n'est plus appliquée, seul le recours à Amida, seul le recours à un Bouddha salvateur, où vous n'avez plus rien à faire sinon qu'à vous en remettre à lui, eh bien, peut sauver les êtres, n'est-ce pas? Donc, il apparaît donc que cet âge de la fin de la loi se présentait d'une certaine façon comme aussi pesant sur les mentalités que la perspective de la fin du monde dans d'autres cultures. Dès la fin du Xe siècle, alors que l'on commençait à se préoccuper de cette question, l'essor de la foi en le Bouddha métahistorique Amida, siégeant dans le monde situé très loin à l'ouest du nôtre, vint donc concurrencer la foi en Shakyamuni. Il ne faut pas oublier aussi qu'on en a fait allusion, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une autre terre pure importante, dès l'époque de Nara, c'est la terre pure de Maitreya. Parce que Maitreya, lui, c'est le Miroku Bosatsu, n'est-ce pas, ou Miroku Nyorai, parfois, qui est ainsi appelé. Il est encore, c'est un Bouddha, un Bodhisattva en expectative de succession, mais il a déjà sa terre pure et il attend les fidèles. Et vous savez que dans plusieurs textes, et jusqu'au Senjusho, dont nous avons parlé l'an dernier, vous avez l'évocation de la Renaissance dans la terre pure de Miroku Bosatsu, concurremment à Amida. Il est tout à fait intéressant pour notre propos que ces idées sur l'âge de la fin de la loi aient été exprimées pour la première fois en Chine, semble-t-il, par le grand religieux Huese Eshi, n'est-ce pas? Donc, je vous donne les dates que je vous situe un peu ici. Donc, l'un des fondateurs du Tiantai chinois, du Tendai chinois, et surtout qu'elle a été diffusée au Japon dans un petit traité considéré comme l'œuvre de Saicho lui-même, les notes sur la lampe de la fin de la loi, le Mappo Tomioki, qui est un texte très connu. Texte qui eut un grand succès à l'époque de Kamakura, dont l'authenticité est fort débattue, car on ne le trouve cité pour la première fois qu'en 1198, cité d'ailleurs par un moine très connu, puisque c'est l'un des fondateurs des 2 grandes branches du Zen au Japon, Eisai, n'est-ce pas, le fondateur japonais de la branche Rinzai du Zen. Et dans son traité sur promouvoir le zen pour défendre l'État, qui a été traduit d'ailleurs en français par Pierre Marson, vous avez une allusion, la première allusion formelle au Mappo Tomioki. Alors le Mappo Tomioki, je vous le rappelle, c'est un texte qui est attribué à nul autre que Saicho, n'est-ce pas, c'est-à-dire le fondateur du Tendai japonais au début du IXe siècle. Et je vous ai rappelé aussi que à cette époque, on disait que le Tendai, Saicho avait non seulement rapporté de Chine non seulement le Tendai, mais aussi d'autres doctrines, dont le Zen et la terre pure. Alors ce Mappo Tomioki concrétise aussi cette histoire. Mais le fait même qu'il ne soit cité qu'en justement 1198, c'est-à-dire nous sommes en plein dans l'époque qui nous intéresse, je vous rappelle 1155-1225 pour JN, mais ce fait même donc renforce nos remarques, n'est-ce pas? C'est bien en cette fin du XIIe siècle que la prise de conscience de la fin de la loi et la nécessité de s'en remettre au Bouddha Amida envahit les écoles traditionnelles qui semblaient si solidement implantées, le Tendai, mais aussi le Shingon. Je vous ai aussi brièvement parlé de Dohan, Michi no Nori, enfin c'était pas la peine de, qui est aussi exactement contemporain de Jien, donc 1179-1252, qui est un moine du Shingon, mais qui a fait des textes sur
la terre pure, l'invocation le Nembutsu dans le cadre de l'ésotérisme. Donc c'est vraiment un courant qui est présent dans toutes les écoles, dans tous les courants de l'époque. Mais il est à présent grand temps de présenter la vie de Jien. Donc on ne sera pas surpris d'apprendre que c'est un rejeton de l'illustre clan des Fujiwara, je viens d'y faire allusion, qui est l'axe inaltérable de ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie de Heian. Vous avez tous remarqué, et nous avons tous remarqué depuis que nous sommes étudiants, lorsque l'on parle de l'époque de Heian, ça en est presque frustrant, n'est-ce pas? Nous sommes dans un tout petit monde, c'est le monde de la cour, de quelques clans. Nous allons le voir. Quelques-uns ont disparu au cours de l'histoire, quelques autres ont disparu mais réapparaissent sous d'autres noms. Mais vous avez donc les Fujiwara. Les trois quarts des poètes que nous mentionnons sont issus du clan des Fujiwara. Vous avez aussi quelques Minamoto, quelques Taira, surtout à cette époque-là, bien sûr. Mais il est bien évident que la famille impériale, en quelque sorte, puisque les Fujiwara fournissait les épouses impériales, mais depuis le temps, puisque ça remonte au tout début de Heian, eh bien on peut dire que la famille impériale est en quelque sorte le clan des Fujiwara. Donc, de cet illustre clan, notre Jien appartenait à une branche particulièrement illustre, puisque son père était Fujiwara no Tadamichi. Je ne sais pas si... Ah oui, voilà, je vous l'ai donné ici, n'est-ce pas? Tadamichi, donc 1097-1164, qui fut régent. Alors, vous trouverez tout cela dans des petits livres d'initiation. Vous savez ce qu'on appelle les kampaku, puis seisho kampaku, c'est-à-dire et qu'on appellera shikken. Enfin, toutes ces fonctions vont se superposer et rester jusqu'à pratiquement la fin du vieux système japonais. Mais donc, ce sont traditionnellement ceux qui assurent la succession et le conseil impérial auprès de l'empereur, parce que comme vous allez le voir, les successions impériales sont extrêmement complexes au Japon. Donc les Fujiwara sont en quelque sorte vraiment l'axe du gouvernement, de la gouvernance, dirait-on, japonaise. Alors ce Fujiwara no Tadamichi, qui fut régent sous 4 empereurs, n'est-ce pas? Alors, je vous donne ici les empereurs sous lesquels il a été régent. Comme vous voyez, donc, nous partons de l'empereur Toba. Ensuite, les trois fils de l'empereur Toba, et le dernier Goshirakawa, qui va être celui dont l'ombre va être sur une grande partie de la vie de Jien. Et puis ensuite, comme il va être le père de l'empereur Takakura, et le grand-père de l'empereur Go-Toba, qui va aussi avoir un rôle très important dans la vie de Jien. Comme vous le voyez, le système impérial japonais est tout à fait singulier, puisque les empereurs, pratiquement, vous avez ici, n'est-ce pas, des empereurs qui deviennent empereurs à l'âge de 5 ans et puis disparaissent à l'âge de 17 ans, remplacés par un empereur de 2 ans, etc. etc. n'est-ce pas? Les empereurs règnent très peu de temps et ensuite ils deviennent, soit ils disparaissent pour une raison ou pour une autre, soit ils entrent en religion et deviennent empereurs retirés pour pouvoir éviter en quelque sorte les responsabilités directes, mais régner dans ce qu'on ne pourrait pas appeler les coulisses, parce qu'ils sont quand même très, très présents, mais régner sans avoir la responsabilité directe. Et alors évidemment, comme on peut s'en douter, ce n'est que l'occasion de querelles sans fin qui constituent l'essentiel de l'histoire du Japon. Je vous ai dit, enfin, vous avez bien compris le sens de ce que je vous ai dit au premier cours, l'histoire de la langue au Japon est très intéressante dans la mesure où les influences étrangères sont très contrôlées. Je vous ai dit, il n'y avait pas d'invasion. Ça ne voulait pas dire que le calme politique régnait. À partir de notre époque, nous n'avons plus qu'une longue succession de guerres internes, qui ne sont pas du tout causées par l'étranger, mais ce sont toujours des querelles tout à fait futiles de notre point de vue de succession
et de pouvoir à l'intérieur de certaines grandes familles. Donc ses fonctions et son ambition ont mis Tadamichi au centre des querelles de pouvoir, non seulement entre ses 4 souverains, mais aussi entre ceux de sa famille qui prenaient l'un ou l'autre parti, dans ce qui peut apparaître justement comme de très futiles combats, n'étaient les dégâts qu'ils provoquaient dans la vie des protagonistes. Pour le début de l'époque qui nous intéresse, la cause principale fut que l'empereur Toba, le 74e souverain qui régna de 1108, vous voyez, il avait 5 ans, à 1123, et qui avait reçu la dignité suprême à l'âge de 5 ans, alors que le régent était le père de Tadamichi, Tadazane, il dut renoncer à ses prérogatives impériales en 1123, à l'âge de 20 ans, sous la pression de son père, l'empereur retiré et tout-puissant Shirakawa, qui imposa la venue au trône de Sutoku, l'un des fils de Toba, qui n'avait que 5 ans. Shirakawa mourant en 1129, ce fut au tour de Toba de prendre le pouvoir occulte. Et lorsqu'il eut un fils d'une autre concubine, il obligea Sutoku à abdiquer, au profit de son tout jeune rejeton, qui n'avait alors que 2 ans et reçut le nom de Konoe. Tout cela en 1142. Le pouvoir était dès lors assumé par l'empereur retiré Toba et son régent, n'est-ce pas, le Seisho Kampaku Tadamichi, libéré du joug paternel. Mais le 76e souverain mourut à l'âge de 17 ans, après 15 années, dont on peut à peine dire qu'elles furent de règne, n'est-ce pas, pour Konoe. Pour l'empereur écarté Sutoku, c'était l'occasion ou jamais de restaurer ses droits, en poussant son fils sur le trône. Mais Toba avait d'autres projets, celui de mettre au pouvoir suprême apparent un autre de ses fils, celui qui deviendra l'empereur Go Shirakawa. Telle est l'origine de la révolte de Hogen de 1156, n'est-ce pas, qui vit les Taira prendre le parti de Toba et presque tous les Minamoto, celui de Sutoku. Toba mourut la même année et le nouvel empereur, Go Shirakawa, le 77e souverain japonais, s'il ne régna officiellement que de 1155 à 1158, fut empereur retiré jusqu'à sa mort en 1192. Et la fin de son règne, nous l'avons vu, annonce le transfert du pouvoir effectif au shogunat de Kamakura. Nous retrouverons malheureusement cette agitation politique tout au long de la vie de Jien. Mais nous voyons que sa naissance en 1155 coïncide avec la mort de Konoe et la consolidation du pouvoir de Toba, et donc du père de Jien, Tadamichi. Sa mère, la mère de Jien, était aussi une Fujiwara, dont on connaît le nom personnel de Kana. Il est inutile de dire que le futur moine, dont nous ne connaissons pas même le nom personnel, ce qui est extraordinaire, reçut la meilleure éducation qui se put être au sein de sa famille, son père étant, comme la plupart de l'élite aristocratique de l'époque, un poète consommé. Nous avons de lui, donc de Fujiwara no Tadamichi, plus de 50 de ses poèmes qui sont repris dans l'anthologie officielle, le Kinyoshu, qui date de 1127. Et alors 1127 voulait dire que s'il avait 50 poèmes en 1127, Tadamichi n'avait pas encore 30 ans lorsque ces poèmes ont été insérés, n'est-ce pas? Ce qui montre que, en tout cas, la reconnaissance dont il jouissait. Et nous avons aussi l'un de ses poèmes consigné dans le recueil canonique de le Hyakunin-Isshu. Et non content de cela, il est aussi l'un des grands fondateurs, l'un des grands calligraphes japonais, fondateur d'une école qu'on appelle Hoshoji Ryu ou Hoshoji Ryu, à cause du temple de Hoshoji, qui jouait aussi un rôle important comme collatéral, en quelque sorte, dans l'histoire de la famille. Si l'on n'a presque rien sur la petite enfance de Jien, nous savons que son père entra dans la vie religieuse en 1162, alors que Jien avait 8 ans. Alors là aussi, je n'insiste pas sur le décompte. Vous savez bien que pour les Japonais comme pour les Chinois, il y a un voire 2 ans de décalage avec l'âge réel, n'est-ce pas? C'est donc l'âge comptable d'un côté, n'est-ce pas, Kazoedoshi, et l'âge réel, l'âge plein de l'autre, Mitsudoshi. La plupart du temps, je donnerai les âges en âge
comptables, puisque c'est comme ça que vous les trouvez dans les sources japonaises. Alors, sans présumer de la profondeur de la démarche du père, n'est-ce pas, qui entre dans la vie religieuse. Shukke veut dire simplement sortir de la maison. Ce n'est pas encore devenir moine. Disons, on est dans un état, on est moine que lorsqu'on reçoit les commandements, l'ordination complète. Là, c'est une sorte d'étape intermédiaire et qui est la plus fréquente dans le monde de l'aristocratie de l'époque. Sans présumer de la profondeur de cette démarche, on ne peut que se demander si ce n'était pas aussi causé par l'apparition de la maladie qui le conduisit 2 ans plus tard à la mort en 1164. Et là encore, la coïncidence des dates est troublante. Son père meurt en 1164 et c'est en 1165, l'année suivant la mort de son père, que Jien entre comme novice. On dit Nyushitsu, n'est-ce pas? Il entre dans la pièce, il entre dans le pavillon, c'est-à-dire dans le cercle, auprès du prince impérial entré en religion, le Kakkai. Ah oui, je vous donne les dates ici, n'est-ce pas? Donc 1134, 1181, et qui fut aussi patriarche, le Zasu du Tendai en 1177. Alors, donc, ce Kakkai était aussi le supérieur du Hoshoji, n'est-ce pas? Vous voyez la lignée, et c'était évidemment un prince impérial. Il était aussi, et cela nous importe, Kakkai était une autorité dans l'ésotérisme Tendai, dans le Taimitsu. C'est-à-dire que donc, dès l'âge de 8 ans, on peut penser que Jien a été initié, au moins superficiellement, et vous allez voir peu à peu que ça va aller beaucoup plus loin, dans sinon les pratiques, du moins les idées concernant l'ésotérisme et bien sûr les pratiques rituelles. Donc en 1165, il avait à peu près 10 ans et se retrouvait orphelin avec la mort de son père, puisqu'il avait perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Donc on peut penser que c'est un rapport avec son entrée en religion. Ce n'est certainement pas de son fait, mais poussé sans doute par son frère, parce qu'il n'était pas seul dans la vie. Il avait son frère aîné, dont je vous donne ici les noms et les dates, n'est-ce pas? Fujiwara no Kanezane, qui va être le génie tutélaire de Jien pendant toute sa vie. Vous voyez qu'il est mort en 1207, lorsque donc Jien pouvait se débrouiller tout seul, 1149-1207, et dont la fortune politique va être un important moteur de la carrière de Jien. Ce Fujiwara no Kanezane donc accéda aussi à toutes les plus hautes fonctions, n'est-ce pas? Il a été Seisho Kampaku, donc Seisho Kampaku, Dajo Daijin, le ministre suprême, et il est aussi l'auteur de notes journalières, de Nikki, intitulé le Gyokuyo, qui donne des renseignements très précis sur les activités de Jien, indirectement, mais enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas Jien qui l'écrit, bien sûr, mais il parle souvent des rites présidés par son frère. Et n'oublions pas que Kanezane fut le père du grand poète Yoshitsune, n'est-ce pas, que nous avons déjà vu il y a longtemps, vous vous souvenez peut-être de lui, et dont l'un des principaux mérites est d'avoir écrit la préface en japonais du Shinkokin Wakashu. Non, enfin, je dis l'un des principaux mérites. C'était un poète tout à fait reconnu, et un poète imprégné de bouddhisme. Il est ensuite entré dans la vie religieuse après, mais il a écrit la préface japonaise du Shinkokin Wakashu. Nous allons le retrouver enfin, très, très rapidement à la fin du cours d'aujourd'hui. Alors, la carrière
de JN fut tout à fait impressionnante. Elle est un peu monotone à exposer. Je vais essayer de ne pas vous engourdir de données, mais il est intéressant de voir quand même à qui il a eu affaire et ça rappelle un peu la vie de Tolkien, n'est-ce pas? La vie de Tolkien, une fois qu'il a été professeur à Oxford, il n'a rien fait. L'un de ses biographes avait résumé sa biographie dans un chapitre où il décrivait une journée de Tolkien en disant voilà, vous pouvez vous imaginer tout le reste. C'est la vie de JN en soi n'a pas été aussi pleine d'aventures que cela, mais évidemment, ce sont les implications politiques. Il a toujours pu rester en marge des ordres de l'époque, mais il était quand même en prise directe, comme on dirait maintenant, avec ce qui s'est passé. Donc il est ordonné moine à 13 ans, en 1167, toujours sous l'égide de Kakukai, au pavillon dit Shirakawa-bo du temple du Shorein, n'est-ce pas? Alors le Shorein, je pense que je vais vous en dire quelques mots dans un instant. C'est un temple qui est étroitement lié à la vie de Jien. Il se trouve maintenant à Kyoto, à peu près à l'emplacement où il était à l'époque, dans l'est de Kyoto. Mais à l'origine, il était situé, vous savez, j'aime beaucoup l'expression de François Martin qui parlait des toponymes en état d'apesanteur. En Chine comme au Japon, les toponymes, c'est un peu ce que nous avons aussi aux États-Unis, où on reprend les noms de villes européennes célèbres pour donner cela à telle ou telle agglomération du Kansas. Les toponymes se déplacent. À l'origine, le Shorein était sur le mont Hiei. Et ensuite, il devient transféré à Kyoto, à Heian, n'est-ce pas? Il devient ce que l'on appelle un temple impérial, enfin, Monzeki, littéralement, une trace qui se concrétise dans le monastère. Et ce sont des temples ou des monastères dont les supérieurs sont soit de lignée impériale, soit de lignée de très haute aristocratie. Il y en avait 3 principaux à Kyoto, ils existent encore, et vous avez toujours des Monzeki dans ces temples. Vous en avez aussi dans d'autres écoles, bien sûr, le Shingon, entre autres, à Kyoto. Il est inauguré en 1150, donc en tant que Monzeki, par Gyogen. Gyogen, dont je vous donne les dates ici, n'est-ce pas, qui est mort l'année de la naissance de Jien, qui était aussi le supérieur du Tendai, qui a été aussi patriarche du Tendai, le Zasu du Tendai, et dont la résidence, le Shirakawa-bo, dont le nom a subsisté après, mais à l'intérieur même du Shorein, a été rebaptisé Shorein à cette époque-là. On l'appelle aussi, il est très connu en littérature aussi, sous le nom de Awata no Gosho, n'est-ce pas, et puis d'autres, Awata no Miya, etc. Donc c'est en 1152 que le prince impérial Kakukai, c'était l'un des fils de l'empereur Toba, vous voyez que nous sommes toujours dans le même milieu, en devient le supérieur, très peu de temps donc avant la venue de Jien. Tout en étant le haut lieu de l'un des 13 courants ésotériques du Tendai, bon, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps de finir ce cours à l'heure. Donc le Shorein est surtout connu comme lieu important des doctrines dites de la terre pure du Tendai, le Tendai Jōdo-kyō, dont je vous parle déjà depuis 2 cours, n'est-ce pas, qui est vraiment l'un des grands courants du Tendai de la fin de Heian. Et nous allons voir que le Shorein est lié toujours plus ou moins à l'apparition des doctrines de la terre pure, l'apparition indépendante, n'est-ce pas, puisque vous savez que l'époque de Kamakura va être caractérisée par l'apparition de nouvelles écoles qui vont dépasser les écoles traditionnelles par la vogue, enfin quand je dis, en tout cas qui vont s'imposer à côté des écoles traditionnelles par la vogue.
Et par exemple, l'illustre moine Shinran, dont je vous donne ici les dates, n'est-ce pas, a été lui aussi venant de perdre sa mère entre en religion. Vous savez que Shinran, comme d'autres moines, comme tous les grands moines réformateurs, comme on disait, de l'époque de Kamakura, sont tous passés par le Tendai, presque tous passés par le Tendai. Je crois qu'on peut même dire tous, si vous donnez, les noms que vous connaissez parmi ces moines réformateurs sont tous des gens issus du Tendai. Eh bien, Shinran lui-même était entré dans la vie religieuse, il avait fait le Shukke, n'est-ce pas, au Shorenin, alors que Jien en était supérieur. C'est Jien qui a fait entrer Shinran dans la vie religieuse du Tendai d'abord, qu'il a quitté ensuite pour fonder bien sûr l'école authentique de la terre pure, n'est-ce pas, le Jodo Shinshu. Donc c'était le Shorenin comme centre du Tendai Jodo-kyo est tout à fait important. Et d'ailleurs, 120 ans après Jien, ce fut Son-en, dont nous avons parlé la dernière fois, l'un des fils de l'empereur Fushimi, encore une fois, qui devint supérieur du temple. Alors, il a été détruit pendant les troubles de Honin, le Shorenin, n'est-ce pas, les troubles de Honin en 1467-1477, la guerre de Honin, causée par la succession du shogun Ashikaga Yoshimasa, mais il a été reconstruit, et avant d'être encore détruit à l'époque Meiji. Donc, c'est en ce haut lieu que Jien poursuit son ascension de prélat. Et en 1170, à l'âge de 16 ans, il reçoit le grade d'œil de la loi, Hogen, n'est-ce pas? Alors, je n'aurai pas le temps de vous faire une petite exposé sur les grades ecclésiastiques. C'est quand même assez important. Je vous en donne ici un agencement pour que vous sachiez de quoi nous parlons. Ce sont des grades donc exotériques, n'est-ce pas ésotériques. Et le dernier que je vous donne en bas est le Isshin Ajali, est un grade ésotérique. Et vous voyez que ce qui complique les choses, c'est qu'il y a eu, et encore ça sera encore beaucoup plus compliqué que ça, mais ce qui complique les choses, c'est qu'il y a eu deux grandes hiérarchies établies au Japon, deux grandes hiérarchies ecclésiastiques. Une première autour du 7e siècle, et d'ailleurs qui est assez particulière au Japon. On ne la retrouve pas exactement telle qu'elle en Chine. Elle a été élaborée au Japon. La première du 7e siècle qui est par ordre décroissant, n'est-ce pas? On commence par le Sojo. C'est la deuxième partie, n'est-ce pas? Le Sojo, c'est-à-dire le recteur monacal, Sozu, le préfet monacal, et Rishi, le maître de discipline, n'est-ce pas? Donc, on commence Rishi d'abord, Sozu, Sojo. Et puis ensuite, on va bien sûr compliquer les choses. C'est vraiment comme dans n'importe quelle administration. On va ensuite affiner. Vous aurez ensuite des Gon Sojo, des Gon Sojo, n'est-ce pas? Des Sojo temporaires, contractuels en quelque sorte, et des Dai Sojo, de grands recteurs monastiques, dont Jien sera Dai Sojo. Et puis, parallèlement à cela, vous avez une autre structure qui est ce que je vous donne ici, n'est-ce pas? On peut la commencer par le bas, donc elle commence par le 4e, 3e et 2e, n'est-ce pas? Le terme de Sogo que je vous donne au début veut dire simplement la hiérarchie monastique. Donc vous avez le pont de loi, n'est-ce pas, le pont de Dharma, Hokkyo. Vous avez en second le Hogen, l'œil du Dharma, et en troisième, Hoin. Vous voyez que Hogen, donc Jien commence très fort en devenant œil de la loi, mais tout cela est purement, indépendamment des qualités personnelles, bien sûr, de Jien, tout cela est purement, est très formel en tout cas. Et il deviendra aussi Hoin, il va vraiment tout cumuler. Et d'ailleurs, en même temps qu'il reçoit le grade, la dignité plutôt de Hogen, en 1170, à 16 ans, donc, il devient aussi Isshin Ajali, c'est-à-dire Ajali est la transcription du mot sanskrit Acharya, n'est-ce pas, qui veut dire le maître. Mais c'est un terme qui est utilisé essentiellement dans l'ésotérisme. Isshin, ici, veut dire, alors là aussi, vous pourrez dire, c'est une sorte de CDD de l'ésotérisme, c'est-à-dire il devient Acharya pour une vie seulement.
c'est-à-dire pour la durée de cette vie, et ce ne sera pas quelque chose qui sera transmissible dans les réincarnations suivantes. Maître pour une existence, en quelque sorte. Et vous voyez bien que la même année, ils reçoivent un grade exotérique, Hogen, et un grade ésotérique, de Isshin Ajali, montre vraiment le parallélisme toujours dans le, n'est-ce pas, Kemmitsu, l'exotérique et l'ésotérisme, qui est vraiment l'une des marques du Tendai de l'époque, et de la suite, bien sûr. Dorénavant, alors le reste de sa biographie, c'est la liste des pratiques qui nous donne des indications intéressantes sur ce qui faisait l'essentiel de la vie d'un religieux, malgré leur caractère quelque peu fastidieux. En 174, âgé de 20 ans, il s'isole, alors là c'est quand même intéressant, il s'isole pour une pratique de 100 jours à l'Ebomiji, que l'on connaît encore sous le nom de Ebomi Jinja, n'est-ce pas, ou à Kyoto, à Ohara, dans le nord de Kyoto, et qui est un lieu aussi réputé pour le syncrétisme, cette fois non pas ésotérique, exotérique, mais shinto, n'est-ce pas? Vous savez que le Tendai, enfin, nous en avons parlé, je crois, lors des poèmes sur les dieux, le Tendai avait développé une symbiose avec le Shinto tout à fait particulière et qui a eu un très grand rôle dans la vie culturelle et dans la poésie. Nous en avons vu plusieurs exemples. Les divinités Shinto, en particulier les divinités qui protégeaient le mont Hiei, n'est-ce pas, le Sanno, le roi de la montagne, étaient des divinités protectrices non seulement du bouddhisme, mais étaient aussi des émanations d'entités bouddhiques. Donc, et dans ce qu'on appelait Ji, n'est-ce pas, Teda à l'époque, c'était donc un temple, mais qui était en même temps un temple lié au dieu japonais. Et là, justement, il y pratique. Alors, la formulation est ambiguë. On dit Myokyo Tsudisu, n'est-ce pas? Myokyo, c'est-à-dire le sutra sublime, c'est-à-dire le sutra du lotus. Il se familiarise, Tsu, n'est-ce pas, Tsujidu, il va à travers lui jusqu'à en acquérir les bienfaits. C'est-à-dire qu'il peut mettre en pratique. Alors, ce n'est pas une simple lecture du Sutra du Lotus, c'est une lecture méditative et une lecture fondée sur une pratique particulière qui lui permet de rendre efficace sa connaissance du Sutra du Lotus. Alors, vous voyez évidemment les implications que ça a pour sa réputation de moine dont les rites sont efficaces. Et l'année suivante, en 1176, alors il se rend au mont Hiei pour accomplir là au Mudoji, dans le Mudoji Dani, n'est-ce pas, les vallées du Mudoji qui sont un des temples, un des hauts lieux. Alors tout cela est très, à chaque fois s'il faut ajouter des explications, c'est un peu délicat, mais un des hauts lieux donc ce qu'on appelle après le Shugendo, n'est-ce pas, c'est-à-dire les pratiques de montagne du Tendai. Vous savez que le Shugendo, qui est un art de pratiquer le bouddhisme en communion avec les divinités des montagnes et en s'accompagnant d'ascèses très particulières. Tout cela a été étudié par mon maître et ami Hartmut Rotermund, n'est-ce pas? Eh bien, l'un des hauts lieux de ce Kaihogyo, la pérégrination à travers la pérégrination à travers les monts du petit massif du Hiezan avait pour centre le Mudoji, et Jien le pratique pendant 1000 jours. Alors, est-ce qu'il fait exactement, là aussi c'est ambigu, est-ce qu'il se livre à cette pratique du Sennichi Kaihogyo, qui est une pratique qui prend... Alors, évidemment, elle a évolué au cours des siècles. Normalement, elle prend 5-7 ans, n'est-ce pas? Alors là, en réalité, il l'achève en 79, donc en 176, en 179. C'est-à-dire que ça serait... les 1000 jours ne sont pas... Ce sont 1000 jours de pérégrination, mais qui sont entrecoupés de stages de méditation et de pratiques rituelles, n'est-ce pas? Donc là est-ce qu'il aurait fait une sorte de crash course, c'est-à-dire de cours intensifs en le faisant? C'est ambigu, mais en tout cas, ça donne un prestige aussi tout à fait
immense aux moines qu'il a accomplis. C'est très dur. Et entre-temps, en 1178, il devient patriarche du Hoshoji. Bon, résumons. Alors qu'il n'avait pas 30 ans, pour résumer cela, je me fonde dans ces résumés biographiques sur deux œuvres essentielles. Je vous donnerai une petite bibliographie, mais deux œuvres classiques en quelque sorte. Madame Manaka Fujiko, qui a été vraiment celle qui a étudié de façon très minutieuse justement la vie et la vie rituelle de Jien, en plus de son corpus littéraire, et Monsieur Taga Munehaya, n'est-ce pas, qui a fait, aussi une œuvre, un ouvrage d'érudition et un ouvrage grand public sur Jien. Il donne une chronologie qui nous permet, si on le recoupe avec Madame Manaka, on peut tout à fait suivre la vie, cette vie tranquille en quelque sorte de Jien du côté du côté de la religion, pas de la politique. Donc, pour résumer, avec Madame Manaka, donc, Jien n'avait pas 30 ans, avant 30 ans, avait déjà accumulé une quantité impressionnante d'honneurs ecclésiastiques. Et on peut y voir, surtout, à la fois la main de son protecteur ecclésiastique qui est Kakukai, mais Kakukai meurt en 1181, et alors que son frère est né qu'à les années, c'est lui qui est derrière. Nous allons voir d'ailleurs les implications, les liens que l'on peut faire. Il faut voir aussi comme une reconnaissance officielle de ses pouvoirs particuliers, résultant de sa pratique sur la montagne, le fait qu'à 30 ans, en 1184, il devient moine. Alors, Gojiso, n'est-ce pas? On peut traduire, comme mon jeune collègue Michel Vieillard-Baron, qui a travaillé sur un texte dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est très intéressant, on peut le traduire par aumônier personnel. Je pense que Madame Francine Néraille aussi, Mademoiselle Francine Néraille aussi l'a traduit comme ça. On peut aussi le traduire comme moine exorciste ou l'exorciste, n'est-ce pas? C'est un moine, justement, et c'est un moine qui a des... Ce n'est pas un simple directeur de conscience, c'est quelqu'un qui est chargé de protéger, comme vous le voyez. Goji, c'est pas le garde du corps, mais si, c'est en quelque sorte le garde du corps mystique, ésotérique de l'empereur. Et c'est certainement en raison des quelques pratiques que j'ai esquissées à l'instant que Jien devient Gojiso, n'est-ce pas, aumônier, si vous voulez, de l'empereur cloîtré Go-Shirakawa. Et un peu moins de 10 ans plus tard, alors qu'il a 39 ans, en 1192, il va occuper la même fonction auprès de l'empereur Go-Toba. Et la même année, en 1184, il est nommé patriarche du Tendai Zasu. Alors il y a aussi une prononciation très fréquente au Japon de Zasu, c'est Zazu. Mais évidemment, vous voyez qu'en français, le grand Zazu du Tendai ne sonne pas de la même façon, donc je préfère garder la prononciation Zasu, le grand Zasu du Tendai. Il en devient donc le 62e depuis le premier patriarche. Le premier patriarche du Tendai, le Zasu, n'est pas Saicho, comme on pourrait le penser, le fondateur de l'école, mais malheureusement, le pauvre Saicho est mort, alors qu'il a fait la demande donc, de reconnaissance officielle, et est mort avant la reconnaissance officielle du Tendai par l'empereur à l'époque. Et le premier Zasu, c'est Gishin, le disciple direct de Saicho. Donc il devient il occupe le 62e mandat depuis le premier patriarche. On compte les Zasu par mandat. Or, et d'ailleurs, Jien va constituer une première en ce sens, Jien va être 4 fois supérieur, patriarche du Tendai, n'est-ce pas? Nous allons voir très rapidement dans quelles circonstances. Alors évidemment,
C'est là que nous voyons, je vous parle de Go-Toba, n'est-ce pas? Voilà, je vous donne quelques renseignements à son sujet. Fils de Takakura, donc, il régna de 1184 à 1198, et en 1221, il est exilé. Vous allez voir dans quelles circonstances. Et c'est un empereur retiré, un empereur malheureux, mais aussi malheureux par d'une certaine façon, si je me permets de proférer un jugement, il y a mis du sien, n'est-ce pas? Mais ça va être l'un l'une des grandes relations, presque d'amitié avec Jien. Et en 1180, excusez-moi, c'est en 1192 qu'il est zasu du Tendai. Et en 1196, un coup de théâtre, il se démit de toutes ses fonctions, Jien, à commencer par celle de patriarche, de zasu. Alors vous voyez que le zasu, maintenant on est patriarche à vie dans le Tendai, mais vous allez voir que à l'époque ce n'est pas forcément la même chose. D'ailleurs, pour faire une brève digression là-dessus, Jien va inaugurer entre autres, ça sera le premier moine à être 4 fois patriarche du Tendai. Son disciple indirect, Soen, dont je vous parle souvent, va être aussi 4 fois patriarche, ce qui est très bizarre, parce que est-ce que c'est une action consciente de Soen pour imiter Jien jusqu'au bout? On ne le sait pas. Et après eux, il y aura encore des cas assez rares de quadruple mandat, mais c'est vraiment relativement rare, alors que vous avez souvent des triples mandats. Mais tout ça, si vous faites une comparaison de l'ensemble de la liste des zasu, vous voyez qu'en principe, un zasu l'est à vie. Donc, il renonce à tous ses mandats, toutes ses fonctions, toutes les fonctions que je vous ai énumérées tout à l'heure, et c'est très probablement, enfin plus que probable, il est à peu près certain, que c'est à cause de la disgrâce politique qui frappa son frère, Kanezane, qui dut renoncer à son titre de régent et même de son titre de chef du clan des Fujiwara, n'est-ce pas? Vous aviez ce qu'on appelle le Uji no Chouja, et en raison des intrigues donc, de Minamoto no Michichika. Je vous donne ici quelques indications sur ces intrigues. Et donc, là aussi, vous avez vraiment, n'est-ce pas, celui qui va être vizir à la place du vizir, et Kanezane va être démis par Michichika, Minamoto no Michichika. Et c'est une période d'occultation qui ne va pas durer, mais pendant ce temps, et là c'est très intéressant, encore une fois, on voit que Jien va séjourner au Kurama-dera, c'est-à-dire cette montagne dans le nord de Kyoto, une montagne qui est très connue comme haut lieu aussi de la pratique ésotérique. Et c'est amusant alors évidemment, ce sont des légendes bien postérieures, mais un des contemporains de Jien, qui est le fameux frère de Yoritomo, n'est-ce pas, Yoshitsune, le frère malheureux de Yoritomo, était réputé avoir passé une partie de ses années de formation aussi au Kuramayama, n'est-ce pas, au Kuramayama, oui, éduqué dans les arts martiaux par le chef des Tengu, donc de ces génies de montagne, qui s'appelle Sojobo. Alors vous voyez que donc en 1200, il avait 46 ans, il va séjourner au Kurama, donc autre haut lieu magique en quelque sorte du bouddhisme de l'époque. Et dès l'année suivante, en 1201, il retrouve son titre et sa fonction de zasu du Tendai. Mais là aussi, ce n'est pas pour très longtemps, puisqu'il s'en démit à nouveau l'année d'après, en 1202, vous voyez, à l'âge de 48 ans. Et là non plus, il n'est pas difficile de faire le lien avec l'entrée en religion de son frère Kanezane, qui était malade et sans doute déçu de la tournure qu'avaient prise les événements, et donc qui entre en religion. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'un de ceux qui vont présider à
à la cérémonie d'entrée en religion de Kanezage n'est nul autre que Genku, c'est-à-dire Honen, n'est-ce pas, Honen, le fondateur du Jōdoshu, donc vous aviez le Jodo Shinshu et Jōdoshu. Honen encore une fois, est un dignitaire aussi du Tendai de l'époque, et il préside à cette. Enfin, c'est l'un des présidents, si je peux dire, de cette cérémonie. Et c'est en 1203 qu'il est promu au titre exceptionnel de grand recteur monacal, dont je vous parlais tout à l'heure, de Dai Sojo, titre dont il se démet l'année suivante encore, sans que l'on sache exactement pourquoi. Vous voyez qu'il y a des choses un peu... Enfin, bon, je vous esquisserai tout à l'heure une petite explication. Et son frère Kanezane meurt en 1207, alors que Jien a 53 ans. Cela ne l'empêche pas, donc on voit qu'il est indépendant maintenant, puisque enfin, son prestige ne repose pas seulement sur l'efficacité de son frère, n'est-ce pas? Puisqu'en 1212, pour la troisième fois, il recouvre la fonction de Zasu du Tendai, alors qu'il venait de connaître une brève période de disgrâce. Et l'année suivante, 1213, il s'en démet encore. Et cette fois, ce qui nous surprend, c'est qu'il la reprend dès la fin de l'année, pour un quatrième mandat en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'il, n'est-ce pas, dans le livre Guinness des records, qui est le Tendai Zasuki, c'est-à-dire la chronologie des patriarches du Tendai, de l'école Tendai, eh bien, Jien est le Shorei, n'est-ce pas, le premier exemple d'un quadruple mandat. Et d'ailleurs, de façon encore plus surprenante, il y renonce 6 mois plus tard, en 1214. Alors, la cause la plus probable de ces péripéties ne sont pas à chercher, à mon sens, dans le monde politique, mais là aussi quelque chose que je vous ai épargné, dans les querelles internes de l'Enryakuji, c'est pas le mont Hiei, qui est un haut lieu de la méditation contemplative, mais aussi un haut lieu une foire d'empoigne entre les différents courants, sous-courants, largement de lignées. Ce ne sont pas des querelles scolastiques. Parfois, ça peut en être un point de doctrine peut en être le prétexte, mais ce sont avant tout des querelles politiques, de politique intérieure. Et on peut... D'ailleurs, il se voit à 64 ans aussi accorder un privilège tout à fait exceptionnel pour l'époque, c'est ce qu'on appelle le Dissha no Senji, c'est-à-dire qu'il a le privilège d'accéder en char à buffle au palais impérial. Alors, en 1223, vous voyez que là, nous arrivons près à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Il remet sa dignité de Monzeki, donc de supérieur impérial, au moine Ryokai, qui est son très jeune frère. Vous voyez, ça reste dans la famille, c'est l'un de ses frères beaucoup plus jeunes, de mères différentes, bien sûr, pour entrer un peu plus avant dans la vie contemplative. Alors, malgré l'agitation du temps, n'est-ce pas, puisque n'oubliez pas que nous sommes à l'époque où le troisième shogun nous sommes à Kamakura maintenant. N'est-ce pas, le troisième shogun de Kamakura, Minamoto no Sanetomo, venait d'être assassiné par son neveu Kugyo, et qui donnait le pouvoir effectif du shogunat au Hojo, qui était une branche des Taira. N'oubliez pas que les Taira avaient été en principe défaits par les Minamoto, mais ils reviennent en réalité pour toute la fin du shogunat de Kamakura. Là aussi, pour ceux qui ont lu Astérix chez les Go, n'est-ce pas, vous le trouverez, la dernière page, vous trouverez quelque chose qui me fait beaucoup penser à tout cela, n'est-ce pas, sur les mouvements, les interactions entre les différents clans de l'époque. Et alors, cela va bien sûr être lié à la tentative de Go-Toba, n'est-ce pas, puisque dans la conséquence de cet assassinat, on va avoir une période de guerre que Go-Toba va utiliser. Mais malgré tout, alors que nous sommes en plein dans l'affaire Go-Toba, qui va mener à l'exil de Go-Toba en 1221, eh bien, Jien n'est pas autrement inquiété, puisque la même année, en 1223, le Bakufu lui fait don d'un terrain en récompense d'un
rituels qu'il avait exécutés pour le shogun. Vous voyez que tout le monde s'arrache ses compétences religieuses. Je suis désolé, Alors, donc, en tout cas, l'une des... Alors, je pourrais aussi... La chronologie de Tanga Munehaya dont je vous parlais tout à l'heure indique que l'une des dernières activités enregistrées de Jien, et là c'est un peu ambigu, mais je ne vais pas vous embêter avec cela, mais fut la fondation Kondyu d'une des salles décorées, n'est-ce pas, Eno-do, n'est-ce pas, le do, la salle à peinture, du Shitennoji, en 1223 aussi. Alors, il ne peut s'agir, à mon sens, que du Saisho Shitennoji, qui fut édifié en 1207 sur les instructions de l'empereur Gotoba, sur un terrain qui appartenait d'ailleurs au Shorein, n'est-ce pas? Et ce temple, cette résidence temple a été très bien étudié par Michel Vieillard-Baron, dont les enjeux d'un lieu, n'est-ce pas? C'était édifié en 1207. Et l'une des instructions de l'empereur Gotoba était que ce temple soit décoré de shoji avec 46 paysages japonais, Meisho, n'est-ce pas, 46 paysages célèbres, 46 paysages loués par la poésie, et avec des poèmes japonais. Il y a plus à dire là-dessus, mais donc avec des poèmes japonais. Jien participe à cette affaire. Et le fait que il revient donc, ils reviennent au Shitennoji alors que l'empereur qu'il avait fondé en 1221 était parti en exil. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Est-ce qu'il a donc récupéré en quelque sorte le Shitennoji pour le remettre, faire oublier l'affaire de Gotoba? C'est très intéressant. Je reviendrai dans un instant sur quelque chose à ce propos. Donc, comme on le voit, les faits marquants concernent la pratique religieuse de Jien et la reconnaissance par les autorités politiques de ses compétences exceptionnelles, que l'on peut présumer par le nombre des rites et d'exercices qu'il a pratiqués, les initiations ésotériques qu'il a reçues en conséquence et les grades monastiques qu'il a accumulés. Nous voyons en tout cas qu'il est une autorité reconnue en matière de scolastique, en ésotérisme, en pratiques prestigieuses, telles les 1000 jours du Mudo Jidani. Nous possédons encore, ou nous trouvons mentionnés dans les sources, d'innombrables textes de rituels, de prières, de vœux, de consécrations qu'il a conférés à un grand nombre de personnalités religieuses et nobiliaires de l'époque. Mais bien entendu, la vraie vie, pour nous, est ailleurs. C'est dans l'œuvre littéraire qu'il a laissée qu'il nous faut chercher Jien. Par la simple quantité, le recueil posthume qu'en a fait son disciple indirect, Soen, est impressionnant. Ce sont plus de 6000 poèmes qui ont été réunis dans le Shuyokushu, le recueil de ses œuvres dont je vous ai déjà parlé, je vous reparlerai bien sûr chaque cours pratiquement. Mais comme le souligne le professeur Ishikawa Hajime, nous sommes encore loin du compte avec ces 6000 poèmes, car nombre de poèmes se trouvent encore dispersés dans des recueils personnels d'autres poètes, ou bien attendent d'être découverts ou simplement édités, comme les poèmes sur les 6 voix trouvés par le professeur Abe Yasulo il y a une quinzaine d'années. Poète pleinement reconnu, qui est encore, malgré les réserves de certains critiques, cité aux côtés de Saigyo et de Teika. Son importance dans le développement de certaines formes poétiques est indéniable. Nous avons déjà dit qu'il est probablement le premier à avoir rédigé une centurie de poèmes sur le Sutra du Lotus. Et ce fait à lui seul nous rappelle que, s'il fut poète, Jien était avant tout un religieux, dont la vie religieuse s'appuyait essentiellement sur le Lotus, qu'il avait étudié non seulement comme texte canonique, mais comme support de méditation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui nous donne aussi des indications précieuses sur la façon dont on doit lire ces poèmes et comprendre certains passages que nous avons déjà brièvement mentionnés il y a quelques années. Nous aborderons en conséquence de ce cours d'autres séries de poèmes où Jien démontrera son attachement au thème bouddhique. Car on l'aura compris, la poésie est ici tout autre chose qu'un délassement d'oisif, ainsi que l'avait défini un historien médiéviste japonais il y a une cinquantaine d'années. Son importance symbolique, qui provient directement des idées chinoises, ainsi que nous l'avons vu il y a quelques années, en fait un instrument politique
éminemment efficace dans le milieu restreint où elle est pratiquée. On se souvient du texte que nous citions de J.N. Elle permet de gouverner le royaume, la poésie. Il n'était pas le seul à le penser, et le souverain avec qui il entretint des rapports que l'on pourrait qualifier d'amitié pendant de longues années, Go-Toba, pensait de même. La poésie était le lien qui les unissait, et en plus, bien sûr, de l'aura religieuse dont jouissait J.N. On se souvient du rôle que joua Go-Toba dans la compilation du Shinkokinshu, ou les nouvelles anthologies des poèmes de jadis et d'aujourd'hui. 8e anthologie impériale qui se voulait un renouveau de la poésie. En 1201, nous le disions alors, n'est-ce pas, lorsque nous avons parlé de ça, la tâche d'élaborer le Shinkokinshu fut confiée à un petit groupe de lettrés. Je ne vous les répète pas ici, je vous donne encore Fujiwara no Teika. Ces lettrés furent regroupés dans un bureau de la poésie, Waka Dokoro, dont il semble que fit partie également J.N., si l'on en croit la préface que J.N. a écrite à l'un de ses recueils. On ne se rappelle en outre que la préface japonaise était l'œuvre de Fujiwara no Yoshitsune, fils de Kanezane, et donc neveu de J.N. Répétons, comme il y a quelques années, que le travail ne se fit pas sans conflit, en raison des divergences entre Go-Toba et le poète Teika, qui était le maître d'œuvre. Celui-ci remit cependant l'œuvre achevée en 1205. Go-Toba emporta l'ouvrage dans son exil de 1221 et il y travailla ensuite tout seul, retirant les poèmes qu'il n'approuvait pas. Nous avons fait tout à l'heure allusion à la résidence du Shiten-no-ji du même Go-Toba, édifiée en 1207, vous voyez 1205-1207, et étudiée par M. Vieillard-Baron. Celui-ci estime que le but principal de l'empereur retiré, depuis 1998, en réunissant les 46 lieux célèbres du royaume en images et en poèmes, était d'affirmer la puissance impériale qu'il entendait restaurer. 1207. La compilation du Shinkokinshu, à son instigation, est pratiquement contemporaine, 1201-1205. Si l'on considère ensemble les deux entreprises poétiques, leur puissance symbolique mise au service d'une entreprise politique d'envergure est manifeste, et le rôle de J.N. l'est tout autant. Je dépasse un peu, mais je voudrais quand même vous suggérer une idée qui n'a pas été faite à mon sens. J.N. a fait une préface très importante à un recueil poétique qu'il est beaucoup moins. Et la teneur, la forme de cette préface fait tout à fait penser à une préface d'anthologie impériale. C'est la même structure et, je dirais, la même longueur. Et on peut se demander si J.N., ce n'était pas le brouillon, ou bien Et c'est dans cette préface que J.N. parle du Waka Dokoro. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que certaines éditions suppriment le mot Dokoro. Mais si c'est Waka Dokoro, c'est bien le bureau de la poésie mis en place par l'empereur Go-Toba. Et le fait que J.N. aurait participé à cela, peut-être même beaucoup plus qu'on ne le pensait, et que cette préface était en quelque sorte un brouillon qui n'aurait pas été retenu au profit de celui de Yoshitsune, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut envisager. Alors, l'œuvre poétique de J.N. suffirait à assurer la pérennité de son renom, mais sa personnalité est multiple. Nous nous efforcerons aussi d'en évoquer quelques facettes, toujours en mettant la philologie au cœur de notre parcours. Et nous ne serons pas déçus, je crois pouvoir le prédire, dans notre exploration. Alors, je voulais vous donner deux poèmes, mais l'un de Go-Toba et l'autre de J.N. Je vous donnerai peut-être celui de Go-Toba la prochaine fois, mais je vais simplement finir avec celui de J.N., qui est très important, puisqu'il est consigné dans le Hyakuni Isshu de Teika. Encore une fois, nous sommes dans le même milieu, c'est Teika qui a mis le Hyakuni Isshu au point, n'est-ce pas? Il est à la 91e place du Hyakunin, des 100 poètes, et c'est le seul poème explicitement bouddhique du Hyakuni Isshu. Il y en a d'autres qui le sont moins directement et que je crois pouvoir interpréter de façon bouddhique, mais celui-ci l'est clairement, n'est-ce pas? O kenaku, ukiyo no tame ni oukana, wagatatsusoma ni sumizome no sode, wagatatsusoma ni sumizome no sode. Et j'en donne une petite traduction qui ne sert qu'à vous donner une indication. Combien déplacé pour moi de protéger le peuple d'ici-bas. De la manche noire de mon habit,
de moine retiré du monde. Ce qui est intéressant dans cette soumisomé, n'est-ce pas? Alors je vous passe les jeux de mots, etc. Nous n'avons pas le temps. Soumisomé, c'est l'habit d'encre en quelque sorte, l'habit de moine. Et vous voyez que le Wangatatsusoma, que j'ai traduit par moine retiré du monde, c'est-à-dire c'est l'arbre que j'ai planté, c'est l'arbre ou le temple que j'ai planté, c'est une allusion directe à ce que je vous ai donné ensuite. C'est un poème que nous avons vu au moins 2 ou 3 fois dans nos cours. C'est le poème attribué à Saicho lorsque Saicho est allé s'installer au mont Hiei, n'est-ce pas? Et il a fait ce poème qui n'est pas un très beau poème, qui n'est certainement pas de Saicho, il faut le dire au moins à sa décharge, mais qui a été toujours considéré dans les différents canons, n'est-ce pas, les traités de poésie japonaise, comme le modèle du poème bouddhique. Alors, Anokutara Sambodai no Hotoketachi, Wangatatsu Soma, excusez-moi, pas Somi, Soma ni Myoga ala Setamai. Vous voyez que ce n'est pas un poème, ce n'est pas un waka, puisque vous avez à la fois du chinois et du sanskrit. Donc, au Bouddha en parfait éveil, n'est-ce pas, Anuttara Samyak Sambodhi, n'est-ce pas, donc au Bouddha en parfait éveil, Myoga, donnez votre bénédiction occulte à Wangatatsu Soma, au bois que j'édifie, c'est-à-dire au monastère que je fonde. Et vous voyez que ce poème de Jien, repris dans l'anthologie canonique des poèmes japonais, nous ramène directement à Saicho. Cette idée de lignage est très présente. Voilà, je vous ai vraiment esquissé la vie de Jien, et cela nous pourra en meilleure conscience nous permettre d'aborder la prochaine fois son œuvre, qui est très riche encore une fois. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir dépassé autant.